quoi votre truc ? C'est quoi votre truc vous emmène à la plus grande exposition de reptiles vivants d'Europe. Elle est actuellement ouverte au centre commercial Coop Roosevelt du côté de Sierre. C'est jusqu'au 14 avril prochain. L'événement est accessible tous les jours, y compris le week-end et les jours fériés. Il vise à sensibiliser le public sur le monde souvent méconnu des reptiles et de la menace d'extinction qui pèse sur eux. L'objectif principal est donc d'éduquer les visiteurs, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, en les familiarisant avec ces animaux souvent redoutés, tout en offrant une expérience mémorable au sein d'une activité familiale et pédagogique. Une particularité exclusive à découvrir cette année, c'est la vipère araignée, une espèce exceptionnelle récemment découverte en Iran et pratiquement unique au monde. Son leurre sophistiqué, se présentant comme une petite araignée à l'extrémité de sa queue, en fait une créature redoutable pour les oiseaux en quête de nourriture. On va en parler justement plus précisément avec mon invité ce matin. Je reçois Sven Baumgartner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gardien d'animaux ou peut-être ange gardien pour ces animaux. C'est quoi la bonne définition selon vous, Sven ? Alors, je suis le soigneur principal. Ouais. On dit gardien d'animaux sauvages parce que ça reste quand même des animaux qui ont leur caractère et puis qui sont absolument pas domesticables. Ouais. Mais des animaux qui sont toujours craints, qui n'ont pas réellement de raison parce que ce n'est pas des animaux qui sont agressifs à moins qu'on vienne les embêter. Ouais. C'est toujours la même chose. C'est des prédateurs, donc c'est clair que c'est la phobie part de quelque chose, mais derrière, c'est des animaux qui préfèrent ne pas être dérangés et puis qui vont pas vous sauter dessus dans la nature par plaisir. C'est parce qu'on met le pied dessus ou bien qu'on vient les déranger dans leur habitat. Pour se défendre. Exactement. Ouais. Et c'est toujours, vu que c'est des animaux qui ont du venin, qui peuvent tuer entre guillemets, c'est clair que la phobie est construite sur quelque chose, mais on est là justement pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est des animaux qui préfèrent être tranquilles et puis ne pas être dérangés dans la nature. C'est vrai. Alors c'est un petit peu à ça que sert cette exposition, c'est un petit peu montrer que ce ne sont pas des animaux forcément, comme vous l'avez expliqué, dangereux. Ils peuvent l'être évidemment pour s'autodéfendre, et c'est ce qu'on peut comprendre. Mais là, il y a beaucoup de phobies autour du serpent, autour de l'araignée, autour de ces bestioles qui sont aujourd'hui en danger. Très très vieux. Déjà dans l'Égypte ancienne, c'était des animaux qui étaient mystifiés, qui étaient toujours associés au mal, aux démons, tout ça parce que c'est un animal qui clairement va pouvoir attaquer l'être humain, mais par exemple, un serpent venimeux, s'il attaque l'être humain, la plupart du temps, il ne va pas inoculer du venin, parce que le venin est seulement pour pouvoir se nourrir. Et puis, c'est quelque chose qui est très, très long à créer dans le corps du serpent, et il ne va pas l'utiliser par plaisir. Il va vraiment l'utiliser pour prédigérer sa proie, et puis pour se défendre au cas où sa vie est menacée. Mais c'est important de bien comprendre tout ça. C'est pour ça qu'on a énormément de panneaux didactiques. C'est une exposition avec plus de 250 animaux, 150 terrariums, et puis si réellement on prend le temps de lire tous les panneaux didactiques, chaque fiche, c'est une exposition qui dure plus de 2 heures facilement. Sven, ce sont des animaux aussi en voie de disparition. Il faut les protéger, c'est important. Votre rôle, il est aussi de sensibiliser la population. Alors oui, c'est des animaux qui, la plupart, sont sous le régime des CITES, c'est la Convention de Washington pour la protection des animaux. Souvent, c'est des animaux qui sont dans des programmes d'échange et puis de reproduction pour la réintroduction en nature. Nous, on est là surtout pour montrer aux gens à quel point ils peuvent être impressionnants, beaux, et que c'est vraiment pas des bêtes qui sont aussi dégoûtantes et gluantes que les gens pensent. Mais c'est important de rappeler. Alors là, ceux qui ont peur des araignées et des serpents, il y a la vipère araignée, j'en parlais en introduction. Parlez-nous un peu de ce spécimen. Alors c'est une vipère qui a été connue en 2006, elle vient d'Iran, Afghanistan. En gros, elle vit dans les falaises montagneuses des steppes.
Et c'est aussi pour ça qu'on l'a découvert très, très tard. C'est aussi une région qui n'est pas plus touristique que ça sur le principe. C'est une araignée qui a créé un leurre en fait au bout de la queue parce qu'elle se nourrit essentiellement d'oiseaux. Dans ces falaises, en fait, elle laisse juste dépasser le petit bout de queue sur le caillou et puis elle commence à le bouger. C'est réellement un leurre qui... La première fois que je suis passé devant le terrarium, j'ai cru que c'était un grillon qui bougeait, puis je me suis demandé qu'est-ce que le grillon faisait dans le terrarium. C'est très impressionnant quand elle le met en action. Et dans la nature, c'est réellement l'oiseau vient taper l'araignée et lui, il mange l'oiseau. Et c'est fini. Voilà. Alors c'est aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pour cette vipère le moyen de se protéger, de manger aussi, de chasser, quoi, tout simplement. Et puis c'est des animaux qui vont pas se nourrir tous les jours. Par exemple, une vipère comme ça, dans la nature, elle va peut-être réussir à manger chaque 2 mois, chaque 3 mois. C'est des animaux, une fois qu'ils se sont nourris, après, ils restent au calme pendant la digestion, en tout cas bien 1 mois. Et une fois que le système se remet en marche, il se remet à la chasse. Alors le plus grand danger pour ces animaux, finalement, c'est l'homme. Exactement, comme la plupart des animaux sur cette terre. Et cette exposition permet d'aller se rendre compte de plein de choses, de découvrir justement peut-être des espèces qu'on ne connaît pas, puis se dire, dis donc, il faut peut-être qu'on fasse un peu plus attention, il faut arrêter de faire des conneries. On est là pour un peu éduquer les gens. Après, je prends toujours l'exemple en Suisse. Quand on trouvait des vipères, les paysans, sur le principe, il fallait donner un coup de pelle et puis couper la tête. Aujourd'hui, en fait, on comprend que sans ces animaux, ce seraient les nuisibles qui se reproduiraient beaucoup trop. Et un rat ou une souris peut faire beaucoup plus de dégâts qu'une vipère, au final, sur les êtres humains. C'est d'une logique que les gens ne comprennent pas forcément, mais oui, c'est comme ça. Bon, alors vous êtes sur place, bien sûr, pour répondre à toutes les questions. Ça marche plutôt bien. Vous me le disiez, vous avez démarré mi-décembre, sauf erreur. Pendant les vacances. Et les gens sont très curieux, les gens viennent vous questionner. Vous êtes ouvert le week-end, les jours fériés, vous êtes là pour répondre à toutes les questions. On est 2 gardiens d'animaux en permanence pour répondre aux questions. Il y a beaucoup d'intérêt. Alors alors les enfants sont plus que fans de ce genre d'exposition. Souvent les mamans ont un peu plus de peine à rentrer à l'intérieur. On a beaucoup de gens par jour, on a une dizaine de gens qui nous disent qu'ils sont phobiques et qui veulent un peu combattre leur peur. Et puis quand ils ressortent, ils ont un énorme sourire et puis ils nous remercient d'avoir un petit peu décrédibilisé cette peur qui est infondée au final. Vous êtes là aussi pour ça, pour aider à changer peut-être la manière de mentalité des gens. Effectivement. Voilà. C'est jusqu'au 14 avril, c'est du côté de Sierre, les heures d'ouverture peut-être. Alors de 10h à 18h, on est ouvert le dimanche, et les jours fériés comme vous dites. Alors, voilà. Du coup on est au bon endroit dans le Valais pour les vacanciers. Jusqu'au 14 avril, donc n'hésitez pas, puis après vous allez tourner j'imagine en Suisse. Oui, alors ça c'est chaque année on la déplace, et puis chaque année on trouve un nouveau lieu. Alors, vous viendrez nous retrouver tout bientôt. En tout cas, merci beaucoup. Plein succès pour cet événement jusqu'au 14 avril prochain du côté de Sierre. Merci beaucoup Sven Baumgartner. Merci à vous. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. C'est Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le 3 mars prochain, nous exprimerons notre avis sur l'initiative pour une 13e rente AVS, une proposition qui suscite engouement populaire manifeste. En effet, les rentes subissent une importante dévaluation et la population exprime un soutien massif, consciente des répercussions de l'inflation, de la hausse des loyers et des primes maladie, entre autres. D'ici la fin de l'année 2024, les retraités verront en effet l'équivalent d'une rente mensuelle complète s'évaporer, accentuant évidemment les difficultés financières. La proposition de la 13e rente AVS se présente comme une réponse opportune pour compenser cette perte de pouvoir d'achat. La situation devient de plus en plus complexe pour de nombreuses personnes qui peinent déjà à joindre les deux bouts. Il est donc pas étonnant que 70% de la population exprime son soutien envers cette initiative, soulignant ainsi la nécessité perçue de faire face à ces enjeux économiques. Et on en parle ce matin avec Pierre-Yves Maillard, conseiller aux États et président de l'Union syndicale suisse. Bonjour Pierre-Yves Maillard, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Dis donc, l'année commence fort. Oui.
Ça va être une année chargée, ouais. Ça va être une année chargée. Merci d'être avec nous, Pierre-Yves Maillard. Vous avez dit, avec les hausses de prix, les retraités perdent l'équivalent d'une rente mensuelle. C'est pourquoi nous avons besoin de cette 13e rente AVS. Mais comment on en est arrivé là ? On en est arrivé là, surtout, je crois que tout le monde le constate. Ouais. Nous, on a lancé cette initiative il y a maintenant plus de 4 ans, près de 5 ans, pas pour compenser les pertes de pouvoir d'achat, mais pour améliorer le niveau des rentes, parce que on avait fait le constat que le niveau des rentes était trop bas en Suisse. Et on voulait améliorer la situation, mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé ces 4 dernières années, cette 13e rente, au fond, n'est devenue qu'une compensation des pertes de pouvoir d'achat que vous avez décrites. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un grand dessin. Hein. Tout le monde a bien vu les hausses de primes maladie, 14% en 2 ans, les hausses de loyer qui arrivent chez beaucoup de gens, les hausses de prix de chauffage, etc. Il faut savoir qu'on parle de rente moyenne pour l'AVS de 1 800 francs par mois pour une personne seule. On sait qu'il y a un plafonnement à une fois et demie la rente maximum pour un couple, donc c'est autour des 3 500. Et puis là-dessus s'ajoute en gros 1 700 francs par mois de rente LPP pour une personne seule, en moyenne, donc la moitié reçoit moins. Ouais. Beaucoup de femmes n'ont pas de LPP, donc c'est vraiment des rentes qui ne permettent pas de payer les charges fixes. C'est pas suffisant. Si on n'a pas une épargne personnelle, on ne s'en sort pas. Ouais. Alors, une 13e, ne serait-il pas plus simple, finalement, d'augmenter finalement ces primes sur 12 mois, vous voyez ce que je veux dire, plutôt que de rajouter un 13e versement, ou alors tout simplement exonérer, pourquoi pas, les personnes d'impôts, par exemple ? Alors, on peut tout faire. Hein. Oui, il y a plein de pistes. Oui. Maintenant, on entend plein de bonnes idées. Tous ceux qui sont contre, ils disent « on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ». Ce qu'il faut savoir, c'est que le Parlement ne veut rien faire. Je donne un seul exemple. L'an passé, le Conseil fédéral a dit « par rapport au coût, les rentes AVS n'ont pas été indexées complètement parce que l'indice mixte qui s'applique à l'AVS était en dessous de l'évolution de l'inflation. Il dit il manque 1%, il manquait 1% pour 23. Il voulait en donner la moitié. Ça aurait fait en moyenne 10 francs par rentier de plus par mois. Le Parlement a refusé d'entrer en matière, même pas pour discuter. Est-ce que c'est 8 francs, est-ce que c'est 12 francs ? Il n'a même pas voulu discuter. Le Parlement a refusé l'entrée en matière. On annonce une baisse, on annonce la suppression de la rente de veuve, on annonce la suppression des rentes pour enfants. L'inflation n'est pas couverte par l'AVS. Dans la LPP, il n'y a pas d'indexation à l'inflation. Donc c'est vraiment un programme de misère qui est proposé par le Parlement et si on ne vote pas cette initiative, il n'y aura rien d'autre. Au contraire, il y aura même des baisses supplémentaires. Un point sur les impôts, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est une charge qui n'est pas compréhensible, mais j'ai entendu le témoignage de votre auditrice qui disait « on va payer plus d'impôts ». Mais enfin, quand même, quand vous aviez un 13e salaire, personne n'est allé demander à son patron de supprimer le 13e salaire par peur des impôts qu'on paierait dessus. Non, évidemment pas. C'est sûr que quand on a une augmentation de revenus, il y a une petite partie qui retourne aux impôts, mais il en reste quand même la plus grande part. En principe, entre 80 et 90% au moins reste à disposition. Donc c'est vraiment l'occasion ou jamais, notamment pour la classe moyenne, de compenser un peu les pertes qui ont été subies. Ouais. Mais là, effectivement, on prend quand même ce qu'il y a dans la poche gauche pour mettre dans la poche droite. Si on plafonnait ces primes, ces versements sur 12 mois, en exonérant les personnes qui ont déjà une petite rente de payer d'impôts, ils n'auraient pas besoin d'avoir une 13e. C'est ça que je voulais dire. C'était là ma question. Encore une fois, c'est chien qui se mord la queue parce que non, mais de toute façon, vous savez, il faut se dire comment on a fait cet AVS. Il y a quand même bien... Parce qu'on raisonne avec cette 13e rente de manière tout à fait différente. Les 12 autres rentes, elles fonctionnent de manière simple. Elles ont été créées par des générations avant nous, en disant, on prend des cotisations sur la masse salariale et on ne plafonne pas les cotisations. C'est ça. Ça veut dire que les gens très aisés payent beaucoup plus que ce qu'ils reçoivent. Et ça donne, pour 90% des gens, un système où on cotise, bien sûr, l'argent ne vient pas de nulle part, mais pour 90% des gens, ce qu'on reçoit à la retraite est supérieur à ce qu'on cotise. Parce que le système est très solidaire, puisque c'est le seul système d'assurance sociale où il n'y a aucun plafonnement. Quelqu'un qui gagne 1 million
par mois, ça existe. Par exemple, le directeur de l'UBS, il paye sur 1 million les 8 et quelques pourcents. Donc évidemment, en un mois, il a souvent payé plus que ce qu'il recevra à la retraite, ou en quelques mois, il a payé plus que ce qu'il recevra à la retraite. Et tout ce qu'il paye pendant sa carrière, on estime qu'il y a plusieurs dizaines d'assurés, rien que sur cette cotisation, qui vont avoir leur rente financée. Donc c'est un système très, très solidaire. Si on doit un peu augmenter les cotisations, on estime qu'à partir de 2030, ça pourrait être nécessaire. On parle de 0,4% pour financer, pour avoir l'équivalent de cette 13e rente, 0,4 pour les salariés, 0,4 pour les entreprises. Pour quelqu'un qui gagne 6 000 francs, ça fait environ 20 francs, 24 francs par mois de cotisation. Alors si l'augmentation est de 1%, au lieu d'avoir 60 francs, on n'en aura que 36. Ça se verra donc très peu. Et puis, ces 24 francs, ils vont générer une 13e rente qui, elle, représente autour des 150 à 200 francs par mois. Ça dépend évidemment de quelle rente on aura. Mais donc, un multiple de 6 par rapport à ce qu'on a payé si jamais on doit augmenter la cotisation. Et ça, c'est valable pour toute la classe moyenne. Évidemment, pour les très riches, il y a au contraire alors une cotisation qui excède la rente. Et c'est comme ça que le système est efficace et social pour la classe moyenne et puis pour les gens qui ont des revenus modestes. C'est aussi pour ça qu'il faut, par rapport à tout ce qu'on nous dit, qu'il faut donner la rente à tout le monde. Parce que si on ne la donne pas aux riches, comme certains nous disent, quand il faudra augmenter les cotisations, ils diront « Ah mais nous, alors on ne paye pas cette augmentation de cotisation. Monsieur Tchoudi, un des pères du développement de l'AVS, Conseil fédéral, avait dit l'AVS, les millionnaires n'ont pas besoin de l'AVS, mais l'AVS a besoin des millionnaires. C'est pour ça qu'il faut accepter cette version qui est la seule sur la table. On peut discuter de plein d'autres choses. Mais si on vote non à ça, il n'y aura rien. Justement. Absolument rien. C'était ma question. Si ça ne passe pas, toutes ces personnes qui sont aujourd'hui déjà, qui ont déjà des difficultés, ça va être... Il n'y aura rien de mieux. L'indexation continuera d'être inférieure au coût de la vie. Il n'y aura toujours aucune indexation pour la LPP. Les impôts continueront à être prélevés. Et puis les mesures d'économie s'approchent puisque la suppression de la rente de veuve est en ce moment proposée par le Conseil fédéral. Et la réforme qui s'annonce pour 26 prévoit des augmentations de l'âge de la retraite. On est face à la continuation de cette politique de dégradation des rentes qui ne peut plus durer. Et si les gens pensent que ça ne peut plus durer, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est voter oui le 3 mars. Pourquoi le Parlement fait le sourd d'oreille, font les sourds d'oreille par rapport à ça? C'est quand même incroyable parce que ça paraît évident, c'est important, quoi. Comment on va faire? Moi, je pense que d'un côté, ils sont sourds, ils n'entendent pas, ou ils connaissent pas. Ils n'ont pas malheureusement, une bonne partie de ceux qui font la loi ont des situations personnelles ou dans leur famille qui sont très confortables. La représentativité des milieux modestes, à revenus modestes ou moyens, elle est trop faible au Parlement. Les gens ne connaissent pas les réalités. Et puis, chez nous, on a affaire à une génération de gens qui ont travaillé dur, qui ont commencé à travailler à 15 ans, qui ont travaillé pendant des décennies, durement, et puis qui ont l'habitude de jamais se plaindre. Et qui subissent, puis qui disent jamais que ça ne va pas. Et ça, pour une fois au moins, le bulletin de vote, c'est un moyen de s'exprimer. Et je pense qu'il y a d'un côté des gens qui ne parlent pas assez fort, et de l'autre côté des gens qui ont l'oreille un peu trop sourde. Donc il faut aller voter, hein. Évidemment, c'est très hyper important. Et puis il faut se dire que les gens qui ont des revenus modestes, malheureusement, participent moins que les gens qui ont des revenus très élevés. Et il faut que ça change au moins sur cette votation parce qu'elle est décisive. Si on veut retrouver au Parlement un minimum de compréhension de ce qui se passe dans la réalité, notamment aussi sur la question des primes maladie, qu'on débattra au mois de juin, il faut que le peuple donne le cap. Et s'il donne le cap, il ne faut pas s'en faire. Je veux dire, ce pays a les moyens d'assurer une 13e rente. Le Liechtenstein a le même système d'AVS que nous, les mêmes rentes, même système de prélèvement, mais il a une 13e rente. Si le Liechtenstein peut le payer, je pense que la Suisse peut le faire aussi. Alors le 3 mars, c'est la votation pour cette AVS 13. Et puis le prochain combat pour Pierre-Yves Maillard, ça sera les primes d'assurance maladie au printemps. Oui, j'ajoute que le 3 mars, il ne faut pas oublier de voter aussi non à l'autre initiative
qui prévoit d'augmenter l'âge de la retraite à 66 ans pour tous. Et en plus, ça suffit pas de mettre un mécanisme qui augmente l'âge de retraite automatiquement en fonction de l'espérance de vie. C'est une attaque massive contre le système de retraite, notamment pour ceux qui ont des carrières longues. Et je signale juste que si nos anciens avaient introduit ce système il y a 40 ou 50 ans, on aurait l'âge de la retraite à 71 ans aujourd'hui. Donc, pour vous donner une idée de ce que ça veut dire. Ça, c'est l'autre combat du 3 mars. Et puis, pour le mois de juin, effectivement, il y aura l'initiative du Parti socialiste suisse qui demande, soutenue par l'Union syndicale, qui demande qu'on plafonne les rentes à 10% du revenu, comme on l'a fait dans le canton de Vaud. Il faudrait une extension de ce système à l'échelle suisse. Vous le disiez, l'année commence bien. Hein. Puis il y aura le combat contre les baisses de rente LPP. Non, il y a du boulot. Là, les bras. Mais on le fait avec enthousiasme. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. D'ici fin 2024, les retraités verront l'équivalent d'une rente mensuelle s'évanouir, accentuant les difficultés financières. La proposition d'une 13e rente AVS est vue comme une réponse opportune à cette perte de pouvoir d'achat, reflétant la complexité croissante des finances pour de nombreuses personnes. On en parle ce matin avec Pierre-Yves Maillard. Merci d'être avec nous, Monsieur Maillard. Comme je le disais tout à l'heure, on a notre journaliste qui a baladé son micro et qui a recueilli quelques témoignages. Je vous propose d'écouter puis de revenir sur ce que nous avons pu recueillir comme témoignage. C'est parti. Je suis pour, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens, de retraités, qui ont des problèmes, parce qu'avec l'AVS, ils n'arrivent pas à jongler, quoi. Et puis ce serait vraiment quelque chose qui peut les aider énormément à faire face, surtout avec l'inflation, l'augmentation qu'on a en Suisse, les primes, il y a tout qui augmente. Mais les rentes, voilà, ça reste vraiment peu, quoi. Peu. Je vais voter blanc parce que je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, quoi. Parce que peut-être après la 13e, il y a plus d'impôts, donc on va peut-être pas forcément gagner avec cette histoire. Tout le monde n'a pas les moyens de préparer une retraite à partir de 65, 66. Heureusement, moi j'ai eu la chance de le faire, mais à ce rythme-là, je tiens pas encore avec mon ABS que je touche et puis mon petit, retraite là qu'on a avec le deuxième pilier que je vais aller loin. À un moment donné, c'est pas uniquement les gens du Conseil fédéral ou les partis qui sont à l'aise, mais ils devraient penser à pas seulement de personnes âgées, des retraités, des familles recomposées, etc., qui puissent quand même, avoir une petite aide pour essayer de compenser un petit peu toutes les hausses qu'on subit. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le Parlement, visiblement, il pense pas à ces personnes-là. Hein. Non. Non, c'est terrible. En fait, ce qui se passe, c'est que de plus en plus de gens qui préparent ça se disent, bon, si on est en couple, est-ce qu'on ne doit pas divorcer ? Et puis, quand on a vécu toute sa vie ici, ou qu'on a travaillé toute sa vie ici, est-ce qu'on ne doit pas s'expatrier ? Un pays comme la Suisse, qui en fait donne le message à ses retraités, qui ont fait la richesse du pays, divorcez ou expatriez-vous. C'est quand même un peu scandaleux qu'on en soit là, dans ce pays-là, qui a, à part ça, plein d'argent, hein, parce que je rappelle que les mêmes qui ont refusé d'entrer en matière sur l'indexation des rentes, la même majorité politique, a par exemple décidé qu'il fallait doubler le budget de l'armée. Jusqu'en 2030, après, heureusement, on a peut-être un peu pu étaler, mais ça reste l'objectif, et doubler le budget de l'armée, c'est 5 milliards. C'est le coût de la 13e rente. Alors on aurait pu dire, écoutez, on coupe la poire en deux, ça fait 2,5 milliards pour l'armée de plus, hein, c'est déjà 50% d'augmentation, il y a 2,5 milliards pour améliorer les rentes, on aurait déjà pu faire quelque chose, mais non, ils veulent rien faire. Et c'est pour ça qu'il faut prendre au vol. J'ai répondu déjà à la dame qui s'inquiétait pour ses impôts. Les impôts, ils vous laissent 80 ou 90% de la somme, donc de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Je précise que ceux qui sont au PC, eux, auront aussi cette 13e rente, on a prévu dans le texte de l'initiative que les bénéficiaires des PC puissent aussi en profiter, qu'on déplafonne les barèmes PC pour que les gens puissent... On veut que toute la population qui a travaillé toute sa vie reçoivent une compensation pour cette perte de pouvoir d'achat. Ouais. C'est pas le cas pour l'assurance invalidité, hein, c'est deux choses complètement différentes. Non, on a dit il faut faire un débat d'abord sur les rentes. Après, il y aura effectivement des discussions à avoir sur l'AI, mais si on déplafonne les PC, ça devrait aussi avoir un impact, normalement, si le Parlement est sage, sur les bénéficiaires AI qui sont
pour une grande partie aussi au PC. Mais c'est vrai que le projet ici, ça parle du système de retraite et on veut vraiment qu'on laisse pas nos personnes... Vous savez, on dit, il y en a qui vivent bien, mais souvent ils ont une petite fortune parce qu'ils ont acheté une maison. Oui. Mais on mange pas sa maison, disons. On a besoin d'acheter des paquets de spaghettis et s'ils vendent leur maison, évidemment, ils ont peut-être un peu d'argent, s'ils ont pas une hypothèque trop haute, mais après, ils doivent se reloger. Et donc, c'est pas vrai que les gens à la retraite sont dans une situation aisée. Ils ont le droit, après une vie de travail dans ce pays, de pouvoir envisager, comme le prévoit la Constitution. La Constitution dit l'AVS couvre les besoins vitaux. C'est pas le cas, on le voit. Les PC sont pas accessibles à beaucoup de gens, notamment s'ils ont une petite fortune. Et puis la deuxième chose, avec le deuxième pilier, on est censé pouvoir préserver son niveau de vie. Donc tout le monde comprend que ces 2 articles de la Constitution ne sont pas respectés. Et le peuple, c'est le gardien de la Constitution, c'est à lui de rappeler au Parlement ce qu'il doit faire. Ouais. Bon, là, tout laisse penser que les gens vont quand même aller aux urnes, voter oui, évidemment. On le rappelle, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut voter oui à VS 13 et non à la deuxième... C'est ce qu'on recommande, surtout que on vient de voir que le chômage des seniors repart à la hausse. C'est les premiers qui sont licenciés avec les difficultés qui arrivent dans certaines entreprises. Et puis, il faut savoir, on va avoir une campagne face à nous massive. Ça a commencé déjà, en Suisse alémanique et ici. Qui va faire peur. C'est comme toujours. On joue avec la peur, l'AVS va faire faillite, etc. L'AVS ne fait pas faillite, elle ne peut pas faire faillite, sauf si la Suisse fait faillite. Mais la Suisse ne peut pas laisser un système AVS partir en faillite. Et j'ajoute, par rapport aux finances, que l'AVS n'a aucune dette, qu'elle a une fortune de 50 milliards, et que le Conseil fédéral s'attend à voir cette fortune augmenter à près de 70 milliards à la fin de la décennie. Donc on s'attend à des bénéfices ces prochaines années qui couvriront une bonne partie des coûts de cette 13e rente. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Monsieur Bayer, je vous repose la question que j'ai posée au tout début, mais comment on en est arrivé là? Alors comment se fait-il qu'on agisse de la sorte aujourd'hui? On marche sur la tête quand même un petit peu. Alors d'abord, il faut savoir que l'AVS a toujours été la bête noire des milieux financiers. C'est que les milieux financiers en Suisse, ils ont quand même un certain pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est le seul régime de prévoyance sur lequel ils ne font pas d'argent. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'assureur, il n'y a pas de banque qui gère quoi que ce soit dans l'AVS. Les coûts administratifs sont très bas. Il n'y a pas un franc qui part en dehors à des actionnaires. Tandis que dans le deuxième pilier, ils se font de l'argent, ils gèrent les fonds, il y a près de 6 milliards rien que de frais de gestion. Et puis, dans le troisième pilier, c'est encore plus élevé, là, c'est la poule aux œufs d'or pour l'industrie financière. Donc l'intérêt de l'industrie financière, c'est de laisser l'AVS s'affaiblir et puis d'essayer de faire en sorte qu'on mise plus sur le deuxième ou le troisième pilier, qui sont beaucoup plus coûteux pour les gens parce que beaucoup moins solidaires. Ils font en fait, même maintenant même, ils vont jusqu'à attaquer le deuxième pilier, puisqu'on va discuter d'une baisse des rentes du deuxième pilier cette année, parce qu'ils veulent orienter le maximum de gens vers le troisième pilier, qui est le truc le plus lucratif pour l'industrie financière. C'est ça, en fait, c'est ça le sujet. C'est pas tellement ces histoires de démographie qui sont toutes à peu près manipulées comme chiffres. Quand on vous dit qu'il y avait 6 actifs pour un rentier en 47, puis maintenant il n'y en a plus que 3, je rappelle qu'en 1947, 80% des femmes travaillaient beaucoup mais n'avaient pas de salaire. Donc les mettre dans des actifs au sens AVS du terme, c'est complètement abusif. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les femmes à 80% travaillent pour un salaire. C'est ce qui fait qu'en fait, le ratio d'actifs salariés par rapport aux rentiers a évolué de manière beaucoup plus stable que ce chiffre qu'on nous présente qui est fondé sur une définition des actifs qui n'est pas correcte. Donc il y a beaucoup de propagande qui sert en fait cette histoire-là, c'est comment orienter les gens plutôt vers des produits qui génèrent des profits pour l'industrie financière plutôt que un système très, très, très bon marché, très avantageux comme l'AVS. Donc le petit message, c'est qu'on soit un petit peu plus solidaire quand même. Vous l'avez dit, la devise. J'ose donner. Vous avez compris où je voulais en venir. Très bien. La devise du pays. Un pour tous, tous pour un. C'est un pour tous, tous pour un. C'est ce qui est mentionné. On l'oublie, celle-là un petit peu, non? C'est ça qui a fait la force du pays. Ouais. Et si un pays n'est pas solidaire, et notamment pour ceux qui ont travaillé toute leur vie, il perd un peu de sa raison d'être.
Et puis pas seulement, c'est pas seulement le cas en Suisse. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, on a perdu cette idée de solidarité qui existait après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été développée pour renforcer les démocraties, qui avaient failli quand même disparaître pendant la Deuxième Guerre. On a dit, maintenant les démocraties doivent être renforcées par la solidarité. Ça a bien marché. Et puis depuis 30 ans, on oublie ça. Et ça met les démocraties aussi en difficulté de par le monde. Il y a du pain sur la planche pour cette année 2024, M. Maillard. Ça manque jamais. Ouais. Ça manque jamais. Vous êtes inquiet aujourd'hui ou pas ? Nous, on se bat, quoi. On donne aux gens la possibilité d'influencer un peu leur destin. C'est ça l'idée de la démocratie directe. Après, c'est aux gens de décider. Nous, on fait ce qu'on peut. Il y a beaucoup de syndicalistes, beaucoup de militants du PS, d'autres partis, des Verts, etc. Puis aussi même des gens, d'ailleurs, d'autres partis. On a des soutiens de l'UDC très forts. On a des soutiens du centre. Il y a juste le PLR qui a un peu de peine. Mais même là, je connais bien des élus qui ne feront pas ce que leurs élites disent. Donc on a plein de soutiens, mais nos militants, ils font tout ce qu'ils peuvent pour amener devant le peuple des propositions qui les aident. Après, c'est au peuple de décider. Il faut de temps en temps avoir un peu penser à soi. Quand les banques ont besoin d'aide, quand les entreprises veulent des baisses d'impôts, quand les gens aisés veulent des baisses d'impôts, ils ne regardent pas tellement après les sous à Berne. Mais pour la classe moyenne, elle hésite. Elle se fait avoir par les messages de peur. Maintenant, ça suffit. Il faut y aller parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut aller voter le 3 mars. Merci, M. Maillard. Vous avez choisi une chanson pour ce matin, ce titre-là, de Alain Souchon, Full Sentimental. Pourquoi cette chanson ? Qu'est-ce qu'elle évoque ? Parce qu'à un moment donné, il dit « il faut voir comment on nous parle ». Quand on entend aujourd'hui des gens qui viennent dire que les rentiers sont riches et qu'ils n'ont pas besoin de cette 13e rente, c'est à cette phrase que je parle. Effectivement, c'est un bon choix. Merci pour cette présence ce matin. Merci d'être venu répondre à mes questions. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, à part un bon week-end et une bonne année 2024 ? J'ai oublié de vous souhaiter bonne année. Merci, à vous aussi. Merci. Une victoire le 3 mars. Voilà. C'est ce qu'il nous faut. Voilà. Et on se revoit très bientôt. Merci. Merci, M. Maillard. Je vous souhaite encore une fois une belle journée. Les anecdotes de Knut. Bonjour Knut Vander. Bien le bonjour. Comment allez-vous ? Je vais toujours bien quand je suis là. Merci d'être au rendez-vous comme chaque vendredi, l'heure où la gastronomie prend ses quartiers sur M, le média et sur Canal+. Et là, tout à l'heure, nous allons découvrir un endroit que vous connaissez peut-être. Nous allons à l'auberge du Mont-sur-Lausanne tout à l'heure. Alors moi, je connais. Vous connaissez, moi aussi, figurez-vous. C'est bien, oui, et voilà, je suis content, on va savoir de quoi on parle aujourd'hui. Exactement, et puis c'est Fabien et Jennifer Perron qui seront avec nous, qui font des choses magnifiques dans cette charmante auberge. On va découvrir leur univers, effectivement, d'ici quelques instants. Avant ça, les anecdotes de Knut, qui nous parle ce matin, alors j'ai de la peine à comprendre, d'ours, de crêpes qui volent et puis d'épidémies, étrange épidémie, c'est ça ? Exactement. Racontez-nous, alors ça a l'air bien particulier, votre histoire. À la Chandeleur, l'hiver ne demeure. J'ai trouvé ça sur Wikipédia, je dois avouer, quand je me suis penché sur le chapitre qui concerne la Chandeleur, puisque vous le savez, c'est bientôt la Chandeleur, c'est le 2 février. Absolument. Et puis, voilà, c'est 40 jours après Noël, ça je ne le savais pas non plus, donc je l'ai découvert. Mais enfin, on va dire que pour les gourmands, pour moi en particulier, la Chandeleur, c'est surtout le jour des crêpes. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est le jour des crêpes ? Ben non, figurez-vous que non. Vous allez certainement nous l'expliquer. Mais absolument, Wikipédia, oui, tout à fait. Absolument. On va tout nous expliquer. Donc, alors, c'est assez rigolo d'apprendre que en fait, c'est une fête qui est païenne à l'origine, qui a été récupérée ensuite à l'époque romaine et ensuite christianisée en quelque sorte. Et puis que, eh bien, ces crêpes, elles sont le symbole du soleil. Alors pourquoi le symbole du soleil en lien avec une fête ? C'est parce que cette fête, elle annonçait le printemps. C'est un peu comme le carnaval. Donc, chez les Germains, apparemment, on disait que c'était le moment où l'ours sortait de sa tanière pour voir si le printemps arrivait. Ouais. Et du coup, les gens se déguisaient en ours. Donc, on revient au carnaval. Voilà. Et les autres préféraient, eux, manger des crêpes, se distribuer des galettes, parce que ces galettes, elles étaient faites avec la récolte de l'année d'avant. Et c'était censé porter bonheur pour la récolte de l'année en cours. Donc, tout ça est magnifique. Ce qu'il faut savoir encore, c'est que pour que ça porte bonheur, il y a aussi la crêpe qu'il faut lancer. Donc, il faut avoir la poêle dans la main droite. Ouais.
et une pièce d'or dans la main gauche. Oula. Faire sauter la crêpe et la récupérer bien à plat. Et à ce moment-là, c'est assuré, l'année sera pleine de joie. Et, alors, faut pas inverser, donc c'est main droite, attention, ça rigole c'est pas. main droite, et puis la crêpe doit retomber dans la poêle, autrement c'est cuit, si j'ose dire. Mais enfin bon. Merci pour cette anecdote. Mais je vous en prie. Et, mais alors pourquoi est-ce qu'on appelle la chandeleur? Oui, pourquoi donc? La prochaine question, c'est celle que vous posiez, n'est-ce pas? Oui, évidemment, vous lisez dans les pensées. Eh bien, parce que à l'occasion de cette fête du 2 février, on organisait des marches au flambeau, flambeau, chandelle, qui elle aussi a donné son nom, donc chandeleur, et qui elle aussi donne l'idée de réveil, de chaleur, etc. Et ensuite, eh bien, il y a encore un dernier élément dans votre annonce du départ, c'est les crêpes qui volent. Alors, les crêpes qui volent, c'est une anecdote personnelle. J'étais au Beau-de-Provence avec mes enfants il y a très longtemps. Et c'était un jour de grand Mistral. On s'est installé dans une crêperie, sur la terrasse. C'était très beau. Le serveur est arrivé avec 2 assiettes qu'il a posées devant mes enfants, mais en même temps, il y a eu un bon coup de vent et les crêpes se sont envolées. Donc, les crêpes ont fini dans les herbettes un peu plus bas. Et je dois dire que ce qui est resté un petit peu, c'est resté dans toute la famille, personne ne l'a oublié, parce que le serveur nous a dit, ah ben non, ça c'est pas notre problème, si vous en voulez, il faudra payer les 4. Ce qu'on a fait, mais j'ai pas trouvé très élégant. Et en fait, ils n'ont pas dû être payés par l'Office du tourisme, ces restaurateurs-là, parce que c'est vrai que je pense que je ne retournerai plus jamais au Beau-de-Provence, où je sais que les crêpes volent, mais pas dans la bonne direction. Et puis ensuite, il y a encore un dernier élément, c'est l'étrange épidémie. Vous vous demandez peut-être laquelle. C'est l'épidémie des crêpes Suzette, figurez-vous. Tiens. Parce que, alors il y a des endroits merveilleux où on flambe des crêpes. Il y a l'Hôtellerie de Châteauvieux à Satigny, par exemple. Il y a le Vieux Navire à Buchillon, on fait des crêpes Suzette. C'est merveilleux de voir ça, le chariot qui arrive, on flambe les crêpes au Grand Marnier, tout ça. Mais depuis quelque temps, eh bien, ces crêpes Suzette, elles apparaissent sur beaucoup plus de cartes. Donc il y a des tendances en gastronomie, je vous l'annonce, cette année, c'est l'année des crêpes Suzette. M le Média, la table de Knut. Et ce matin, nous nous rendons chez les Montins, ou les Piques Genevièvre, également appelés les Brebis, un surnom donné affectueusement aux habitants du Mont-sur-Lausanne. À l'unisson chez les Perron, nous y allons ce matin. Fabien Perron et son épouse Jennifer cultivent l'art de recevoir autour d'une table avec une simplicité délicate, plongeant leurs convives dans l'univers d'une cuisine locale de saison et particulièrement gourmande. 3 valeurs définissent l'auberge communale du Mont-sur-Lausanne: le partage, la transmission et la gourmandise. Bonjour et bienvenue sur M le Média, bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci. Bonjour, merci à vous. Vous allez bien ? Ça va bien, merci. On est très content de vous recevoir. Absolument, c'est un plaisir de vous retrouver dans un autre contexte qu'au restaurant. On va peut-être vous présenter quand même un peu plus avant, puisque l'auberge du Mont existe depuis longtemps, mais tout le monde ne la connaît pas encore. Alors, vous êtes bourguignon, monsieur, vous êtes MOF, donc meilleur ouvrier de France, charcutier, vous avez travaillé à l'EHL, on continue avec les lettres, alors donc l'école hôtelière de Lausanne, vous êtes champion du monde de Malakoff, champion du monde d'œuf meurette, et vos pâtés en croûte sont d'anthologie. Vous êtes là avec votre épouse Jennifer, qui a des origines portugaises, on y reviendra d'ailleurs après, et ensemble vous avez repris l'auberge du Mont, c'était il y a 3 ans à peu près ? 2 ans. 2 ans seulement, oui, ben voilà. Tout juste 2 ans. Voilà. Et 2 ans de succès quand même, parce que je veux dire, très vite vous êtes entré dans les guides, tout le monde vous encense, et puis en même temps justement il y a eu toutes ces consécrations, ces championnats. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce qu'on fait pour mener de front une auberge et en plus participer à des championnats ? Bon, je vais prendre la parole, je vais commencer. Alors déjà, il faut être bien entouré. Moi, j'ai la chance d'avoir Jennifer avec moi au quotidien, et c'est clair que voilà, on signe tous, Jennifer et Fabien Perron, on y attache beaucoup d'importance à ça, et c'est ensemble et c'est en équipe qu'on fait un petit peu tout ce genre de choses. Oui, d'ailleurs, à l'auberge, c'est ça, c'est vous, Jennifer, qu'on voit quand on est en salle, et c'est vos après que l'on mange. Exactement, voilà. Et donc ça nous permet, nous, de nous concentrer, par exemple, sur ces concours, typiquement. Donc le Malakoff d'or, effectivement, il y a 2 ans, et puis le championnat du monde de l'œuf en meurette l'an passé. Alors juste l'œuf en meurette, la plupart des gens ne savent
savent pas ce que c'est. Alors l'œuf en meurette, c'est un œuf poché dans un vin rouge, autant que faire se peut du pinot noir, le cépage phare de la Bourgogne, et qui est servi avec une garniture champignons, lardons, petit oignon grelot, caramélisé, et avec une tranche de pain. Voilà. Et tout ça est délicieusement gourmand, ça, je peux l'affirmer. Voilà, donc voilà, on a préparé ces concours et puis on avait à cœur de valoriser un petit peu ces produits de terroir que sont le Malakoff, en l'occurrence pour le canton de Vaud, et l'œuf en meurette pour la Bourgogne. Et on est très content d'avoir reçu un prix à la fois sur notre terre d'origine et à la fois sur notre terre d'accueil. Exactement. Et ça représente aussi bien le style de cuisine que vous proposez, qui est une cuisine de terroir, une cuisine gourmande, avec tout ce que la tradition peut intégrer de fantastique. Vous avez appris où votre métier de cuisinier, en fait? Alors, initialement, j'ai commencé en Bourgogne, dans ma terre, sur ma terre d'origine. Plutôt, on va dire, dans de la restauration qu'on qualifiait en 1989, 1990, quand j'ai commencé de traditionnel, mais de classique, et classique dans tout ce que ça a de plus noble. Exactement. Dans classique, oui, parce que j'aime bien. C'est vrai que vous avez raison de le relever, parce que souvent on dit, oui, mais enfin, c'est un peu trop classique. Et puis moi, je me dis toujours, si c'est bien classique, c'est fantastique. Bien sûr, non, mais... Après, les effets de manche, disons, pour pouvoir se le permettre, il faut vraiment être très bon dans le classique, justement. Mais clairement, on est entièrement d'accord avec ça. Et en musique, c'est la base de la musique aussi, la musique classique, typiquement. Donc, voilà, cette cuisine, c'est toujours difficile. Moi, j'ai un petit peu de mal à parler de ma cuisine, mais elle est bistrotière, elle est charcutière, elle est à la fois contemporaine, mais effectivement, pas de fioritures. On peut pas trop se permettre non plus, mais parce qu'on n'est pas trop en cuisine. Après, tout est fait maison chez vous? Oui. Alors, en fait, on a fait le choix d'une carte courte. Il y a 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Si je prends par exemple les plats, il y a systématiquement un plat végétarien, un plat de poisson. On travaille qu'avec des poissons suisses. On s'est strictement interdit de travailler avec des poissons d'eau de mer. Donc on travaille avec des poissons de rivière, pisciculture, de lac. Et tout est fait maison, excepté le pain et les glaces. Oui, voilà, mais le pain est absolument excellent, c'est le pain des Frouses. Oui, c'est le pain des Frouses avec qui on a fait un joli partenariat et puis on a bien expliqué ce qu'on voulait, à la fois pour les œufs en meurette, inutile de vous dire qu'on passe pas mal de toast sur les œufs en meurette. Oui, évidemment. Et puis sur le pain du quotidien, et ça répond parfaitement à ce que l'on souhaitait, et voilà, et les glaces qu'on sous-traite avec l'artisan glacier, avec qui ça se passe très bien aussi. C'est les deux seules choses qu'on ne fait pas, tout le reste, tout est fait à la maison. Voilà. Ah, mais je disais dans l'introduction qu'on assistait à une sorte d'épidémie de crêpes Suzette, mais c'est vrai que les Malakoff ont précédé les crêpes Suzette. Il y a quand même, depuis quelques années, il y a un regain d'intérêt pour le Malakoff qu'on trouve dans tous les styles de table, donc que ce soit le bistrot jusqu'au gastro, tout à coup, ces Malakoff refont leur apparition. En attendant, c'est vrai que c'est terriblement gourmand. Hein. Ah oui, nous c'est un produit qui nous va bien. Comme vous disiez tout à l'heure, ça correspond parfaitement aussi à notre cuisine de tous les jours, parce que c'est une cuisine bistrotière, parce que c'est une cuisine gourmande, c'est une cuisine généreuse, et ce type de produit s'inscrit parfaitement dans l'ADN de la maison. Donc pour nous, c'était tout bon. Et si je peux me permettre, le fait de faire des concours monoproduits, ça tire vraiment chaque produit vers le haut. Donc chaque restaurateur va essayer de travailler ce produit de la meilleure façon qui soit pour finalement dans l'intérêt du client. Et c'est pour ça que je pense qu'on voit ces concours monoproduits qui arrivent dans plusieurs tables finalement. Oui. Et puis c'est vrai que ces concours sont assez intéressants parce que ça met en lumière en fait des produits qu'on a tendance à oublier. M le Média, la table de Knut. Il maîtrise l'art de recevoir autour d'une table avec simplicité, offrant une cuisine locale de saison et gourmande. Ce matin, nous recevons Jennifer et Fabien Perron de l'Auberge du Mont sur Lausanne, autour de la table de Knut. Ça va toujours ? Toujours. Très bien, merci d'être avec nous. Knut, continuons de parler gastronomie. Parlons de cette auberge, oui. Charmante auberge. Oui. C'est une auberge qui a été créée en 1830, première pierre posée en 1830. Ça s'appelait le Cabaret. À l'époque. Ensuite, ça s'est appelé, quelques décennies plus tard, ça s'est appelé l'Auberge Confédérale. Et il y a quelques décennies en arrière, ça s'est pris le nom de l'Auberge Communale. Oui. Et nous sommes les 24e tenanciers. D'accord. Voilà, on a tout retracé, on a repris les procès-verbaux, on a retracé l'histoire et c'est une jolie maison, c'est une jolie histoire. C'est une jolie maison qui est exactement centrale comme ça, qui a néanmoins été très bien refaite, donc tout est
très neuf. C'est un univers agréable et avenant. Oui. On est en train de voir avec la commune si on pourrait isoler un petit peu plus, ce serait pas mal. Parce que voilà, il fait un peu froid l'hiver, il fait un peu chaud l'été. Voilà. C'est ça exactement. Non, on a rendez-vous avec eux à la fin du mois. On va trouver des solutions. On est en plein. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup de l'énergie, un petit peu faire attention à toutes ces déperditions énergétiques, etc. Donc, on va y arriver. Quand on prépare l'émission, on demande toujours s'il y a des musiques qui peuvent avoir une signification précise. Et là, pour Madame, c'est une chanson de Michel Sardou. Je sais que vous aviez demandé la version de Louane. On ne l'a pas trouvée dans notre discothèque. Mais cette chanson, Je vole, a une signification particulière pour vous. Alors, pour moi, mais je pense qu'en fait, chacun peut s'y retrouver. J'avais proposé celle de Louane qui était plus contemporaine, mais moi j'adore celle de Sardou, mais je me suis dit que ça parlerait peut-être moins aux gens, et peut-être que la nouvelle génération connaît mieux celle de Louane. Et en fait, voilà, c'est l'histoire d'un enfant qui quitte son foyer. Donc finalement, un jour ou l'autre, on est tous un enfant qui quitte son foyer, sa famille, et ses parents qui s'inquiètent aussi de savoir ce que va devenir cet enfant. Donc forcément, moi je me projette à la fois le jour où j'ai quitté mon foyer pour la première fois, mais aussi moi, avant d'arriver à l'auberge, j'ai quitté mon premier métier et où mes parents sont de nouveau inquiétés pour moi en me disant « Mais t'étais bien où tu étais, est-ce que tu es sûre de ton nouveau projet ?» Quel était votre métier ? Infirmière. Infirmière. J'étais infirmière, j'ai fait 5 ans en France, ensuite je suis arrivée au CHUV. Et j'ai fait 8 ans au CHUV et c'est vrai que j'avais un beau profil de carrière. J'ai fait infirmière, j'ai fait une première formation, puis une deuxième en management et j'étais chef de service. Donc c'est vrai que j'avais un beau profil de carrière et j'embrasse mon équipe du moment, avec qui j'ai œuvré pendant 8 ans avec beaucoup de plaisir. Et je suis pas partie à contre-cœur, je suis vraiment partie parce qu'on avait un nouveau projet. Vous continuez à vous occuper des gens. Exactement. Maintenant, je m'occupe des gens autour de la table. On partage des bons moments. Et à la fois avec les clients, à la fois avec mon mari, puisqu'on a l'avantage finalement de partager cette expérience à deux, avec chacun dans notre secteur, lui en cuisine et moi en salle. Mais voilà, donc du coup c'est un nouvel envol, et donc je me retrouve bien aussi dans cette chanson. Voilà pour vous et pour Fabien. Alors c'est un autre style. On enchaîne. Et là, on est sur du Pink Floyd. Voilà, on est sur du Pink Floyd. Alors plusieurs symboles dans cette chanson qui a été créée sur un très bel album qui s'appelle Dark Side of the Moon, 1973. Très bien. Mon année de naissance. Voilà. Donc il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Et puis j'aime beaucoup la cette chanson qui symbolise le fait que on n'a pas trop le temps de perdre notre temps. Prenons du plaisir, faisons ce qui nous anime. Des fois, peut-être parfois sans trop réfléchir, sans trop se poser de questions, mais il faut y aller. Parce que quand on traduit un petit peu les paroles de cette chanson, c'est il faudrait pas se réveiller un matin, regarder un petit peu les 10 années passées en se disant si j'avais su, j'aurais dû. Donc voilà, moi c'est pareil, quand j'ai quitté l'école hôtelière de Lausanne, où j'avais une très belle situation, où j'étais très bien considéré, avec qui je m'entends encore très bien, j'aurais pu refaire 10 ans de plus. Mais non, je pense que là vous êtes parti pour une nouvelle aventure. Voilà. Avec votre cocotte qui est à côté de vous. Oui. C'est ça, oui. oui, vous nous avez demandé d'apporter un objet un petit peu fétiche ou symbole. Moi c'est la cocotte parce que je trouve que c'est un très très bel outil de travail. Oui. Il est beau, il est fonctionnel, il est pratique. Dedans, on fait beaucoup de bonnes choses. Nos fonds, nos fumées, nos bouillons. Le paleron, il est fait en cocotte. Le paleron, on cuit au four. C'est tellement pratique. Alors, la joue de bœuf qu'on aime beaucoup aussi travailler de temps en temps. La charcuterie, on peut cuire une terrine dedans. C'est toujours très beau aussi. Oui. C'est beau et ça concentre les saveurs. Ça concentre les arômes, les saveurs. On peut faire un joli des sucs gustatifs au fond. On peut déglacer. Enfin bref, c'est vraiment un outil qui dure dans le temps également. C'est un outil durable, on parlait souvent de durable. Et on parlait de tradition, on est dans la tradition, dans la durabilité, dans ce côté, cette transmission d'émotions au travers des saveurs. C'est magnifique d'avoir apporté cette cocotte Staub, très bel objet qui représente bien la gourmandise. Et à côté de cette cocotte, il y a un autre objet, il y a une bouteille, Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est ? Alors donc je vous ai apporté une bouteille de Porto, donc mes origines, donc mes 2 parents sont portugais. Donc comme tout le monde connaît le Porto, mais on connaît souvent le Porto conventionnel. Et il existe... il est souvent déconsidéré. Voilà, exactement. Alors qu'il existe une très belle palette de Porto et qui sont souvent méconnus. On a des Portos réducteurs, des Portos oxydatifs, des Portos qui sont vieillis en fût de chêne, d'autres en cuve, d'autres qui sont vieillis en bouteille, alors que certains, on les laisse vieillir en fût de chêne. Et celui-là a une robe incroyable. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Alors là, on est sur un vin oxydatif. On est vraiment sur
sur une couleur un petit peu acajou. Et c'est un vin qu'on proposerait plutôt à l'apéritif frais. Donc je vous le conseille, vraiment très frais en apéritif. Et c'est vrai qu'il va développer des arômes un petit peu boisés. Et en parallèle, donc voilà, celui-ci en particulier, parce que c'est pour démarrer le repas, ouvrir le palais, pour accueillir des plats tout en gourmandise et en sauce. Mais voilà, enfin, moi je vous invite en tout cas à découvrir des Portos dans la vallée du Douro. Là, on est sur un domaine. Je vous suis, c'est vrai que la région est belle, les vins sont parfois fantastique, et contrairement à à l'image que la plupart des gens en ont du Porto, voilà, que la grand-maman boit le soir devant la télévision, eh bien il y a vraiment des vins extraordinaires, que ce soit les vins doux ou d'ailleurs des vins qui ne le sont pas. Je pense vraiment que c'est une région qui mérite d'être découverte. Le média, la table de Knut. 3 principes fondamentaux les caractérisent: partage, transmission et gourmandise. Nous accueillons ce matin, je vous rappelle, Jennifer et Fabien Perron de l'Auberge du Mont sur Lausanne. Ça va, c'est juste ce que j'ai dit? Ça vous correspond complètement? Vous êtes d'accord avec ça? Parfaitement. Bien. Vous savez qu'il y a une tradition, on a désormais la rafale des questions. C'est 1 minute, on vous pose des questions. Alors comme vous êtes 2 sur le plateau, c'est chacun son tour. Galanterie oblige, on va commencer par madame pendant 1 minute, donc il faut répondre le plus rapidement possible. D'autres, vous notez les points. Attention. Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. C'est parti. Vous êtes prêts? Oui, prêts. On y va, c'est parti. Vous êtes plutôt cervelas ou saucisse au chou? Saucisse au chou. Quel est votre repas préféré? La fondue. Quelle est votre boisson favorite, Jennifer? Le vin blanc. Aimez-vous le cénovis? C'est dur. Pour ou contre l'ananas sur la pizza? Contre. Si vous deviez inventer un cocktail, quel nom aurait-il? Le temps. Ah, pas mal. Quel est votre dessert favori? Le riz au lait. Êtes-vous plutôt salé ou sucré? Salé. Que ferez-vous dans 5 ans? Normalement, toujours à l'auberge. Allez-vous de temps en temps au fast-food? Très rarement. Quel est l'aliment que vous aimez le moins? J'aime tout. Quel est le meilleur dessert que vous ayez jamais mangé? Un baba au rhum. Et pour terminer, à tous les deux, qu'est-ce qui vous plaît en Suisse? Le plus en Suisse, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Le mode de vie. Mode de vie. Clairement le vivre dans une carte postale, le mode de vie au quotidien. Moi, je qualifie souvent la Suisse. Quand on me dit, mais qu'est-ce que tu aimes en Suisse? Souvent, je dis l'efficacité. Ouais. Et la carte postale. Et la saucisse au chou. Aussi. Et la fondue. Il y a beaucoup de choses. Non, mais franchement, enfin, moi, c'est souvent les gens nous demandent. Souvent, les gens nous demandent pourquoi on n'est pas retourné s'installer en France. On dit, écoutez, est-ce que vous êtes déjà allé vivre en Suisse? Est-ce que vous avez déjà vécu en Suisse? Celui qui se plaît pas ici, moi, je me dis, où est-ce qu'il va se plaire, quoi? Les clients sont agréables? Oui. Oui. Nous, on a un accueil fabuleux. Premier jour, on a ouvert. Pardon. C'était un mois de décembre. Du jour au lendemain, on a eu les clés. Ils ne savaient pas nous dire parce qu'en fait, il y avait une faillite devant nous. Les gens, ils ouvraient la porte juste pour nous souhaiter bonne chance, qu'ils étaient contents que cette auberge soit reprise. Non, on a été très, très bien accueillis. Très bienveillant. Magnifique. On est bien chez nous, Knut. Mais absolument, oui, tout à fait. Il y a plein de bonnes auberges, justement. et dans ces bonnes auberges, on fête parfois la Chandeleur, ça c'est pour bientôt. Et il y a une autre fête qui approche, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que la Saint-Valentin, vous avez quelque chose de particulier à proposer, ou est-ce que c'est déjà complet et puis, on a encore quelques tables. Il reste quelques tables, mais oui, alors typiquement, on va faire encore une fois un plat de partage. Donc on va faire un saumon suisse fumé maison, avec une petite rémoulade de pommes Granny Smith, quelque chose d'un peu frais, léger. Ensuite, on fait un filet de bœuf Wellington coupé en 2 à partager, qui va être coupé en salles, et avec un joli jardin d'hiver à partager également. On veut faire un plat de partage. Et puis en dessert, on a mis pareil, un craquant chocolat pralin, quelque chose d'un peu gourmand, un petit peu, voilà. Donc il nous reste quelques tables. Bon, mais alors, c'est noté. là aussi, il faut. Et toutes les infos, c'est sur le site internet, évidemment. Oui, exactement, bravo. Saint-Valentin, vous le servez seulement le 14 ou bien aussi un jour avant et après? Non, je crois qu'on le sert que le 14, oui. D'accord, donc il faut se battre. Il faut se dépêcher. Les dernières tables. Voilà, oui. c'est noté. Oui, le Pithiviers, c'est succès chez nous, dépêchez-vous. Oui. Voilà, en tout cas, merci à tous les deux d'être venus ce matin. Merci Jennifer, merci Fabien. Merci de votre accueil. Et
Et donc allez découvrir l'auberge du Mont sur Lausanne, c'est promis. On connaît mais on y retournera. Absolument, oui, il faut y retourner, exactement. Merci beaucoup et puis plein succès pour cette bientôt troisième année. Alors, on rentre dans la troisième année. Vous entamez la troisième année. Oui, c'est ça, exactement. À très bientôt. Merci à vous, bonne journée. M Média.